Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 68e Over the Results consacré à Elimination Chamber 2017. Voilà, donc juste avant de commencer, j'aimerais quand même vous rappeler, encore une fois, cette fois-ci en début de vidéo, que vous pouvez d'ores et déjà laisser un like si vous avez apprécié le pay-per-view et laisser un dislike sur cette vidéo si vous n'avez pas apprécié le pay-per-view. Ça m'aide, comme vous le savez maintenant, à comparer les pay-per-view à travers mes vidéos. Voilà, et vous allez le voir dans quelques secondes, le design de la chaîne a totalement changé pour cette semaine de changement sur ma chaîne. Je tiens à remercier tout particulièrement Melvin Izuka pour son travail fantastique. Premier match, Becky Lynch bat Mickie James dans un match assez classique, un match assez court pour moi qui n'a pas grande saveur et qui se termine sur un tombé classique. Pour moi, je sais pas si j'ai un problème en ce moment avec les openers, mais je suis passé totalement à côté de ce match là. J'ai vu que vous l'aviez aimé ce match là, qui vous avait bien emballé. Pour moi c'est pas du tout le cas, je suis passé à côté. J'ai pas franchement grand chose à dire sur ce match, mis à part que le public est réveillé. C'est un des seuls matchs où le public est réveillé durant la soirée, donc c'est une bonne chose. Et j'ai marqué retour perdant pour Mickie James, qui rentre dans la logique de ce que j'ai dit dans ma vidéo pronostic. Deuxième match, Apollo Crews et Kalisto battent Dolph Ziggler dans un handicap match. Alors là, je suis pas forcément satisfait du match, que je trouve trop court. Je trouve que la construction est mal faite avec ce qui se passe avec l'avant-match et l'après-match. Alors je suis très fan de l'avant-match et de l'après-match qui voit pour l'avant-match Dolph Ziggler attaquer Kalisto et le laisser sur la touche pendant quelques secondes. À la fin du match, qui est très court, Kalisto va revenir et va permettre à Apollo Crews de faire le tombé final sur Dolph Ziggler. Et à la fin, donc, Ziggler attaque les deux faces. Pour moi, je ne suis pas vraiment satisfait dans le sens où il ne s'est rien passé dans le match et c'est tout l'avant-match et l'après-match qui volent un peu le spotlight du match en lui-même. J'ai marqué petite anecdote quand même. Kalisto, il lui faut environ 2 minutes pour revenir sur le ring après son attaque. Et une fois qu'il est sur le ring, le mec va parfaitement bien. Très mauvais selling pour Kalisto selon moi. Troisième match, les American Alpha conservent leur titre par équipe de SmackDown dans le Tag Team Turmoil match. J'ai marqué très satisfait de ce match là, donc pour moi c'est réellement le premier bon de la soirée. Qui est très bien rythmé, mais il y a quand même plusieurs défauts selon moi. Premièrement, les botches et imperfections du match, il y en a tout le temps, mais là ça s'est plus vu au moment où les Usos affrontaient les American Alpha. Et le deuxième pour moi gros défaut, c'est qu'il n'y a jamais d'affrontement heel contre heel ou face contre face. Donc on sait dès le départ qu'à la fin ce sera les American Alpha qui auront battu les Usos et qui affronteront The Ascension. Finalement, The Ascension se fera éliminer par American Alpha à la fin, alors que tout le monde s'attendait à ce que justement l'équipe heel remporte les titres à la surprise générale. Finalement pas, je trouve qu'ils sont encore une fois mis sur le côté selon moi, ce qui en fait un troisième défaut. Sinon le match est assez plaisant. Quatrième match, pas de vainqueur entre Nikki Bella et Natalya dans un match simple, donc qui était le deuxième match féminin de la soirée. Après un double décompte à l'extérieur, Natalya qui a empêché Nikki Bella de retourner sur le ring avant le compte de 10. J'ai marqué que c'était un très bon match, je suis très satisfait, pour moi c'est le meilleur match féminin de la soirée alors que je m'attendais à ce qu'il se fasse dans le pré-show. Donc je suis très surpris, très grande violence entre les deux femmes qui nous proposent un match digne des hommes pour les grands matchs. Donc je suis vraiment très satisfait. J'espère finalement voir pourquoi pas un dernier affrontement entre ces deux lutteuses. Cinquième match, Randy Orton bat Luke Harper dans un match très bon et très long. C'est ça que j'avais peur dans ma vidéo pronostic, que Luke Harper ne fasse pas le poids face à Randy Orton. Finalement, il va dominer et pour moi, il est sans conteste l'un, si c'est pas le meilleur, entre guillemets, big guy de la WWE. J'ai remarqué que ça faisait plaisir de voir Luke Harper autant over et autant crédible. Ce mec a clairement les moyens pour devenir World Champion, peut-être pas durant cette année, mais par la suite, dans un futur quand même relativement proche à mon sens. Et j'ai marqué gros défaut, le rythme qui est de loin pas terrible. Il y a beaucoup de contre-rythme, il y a beaucoup de moments où les prises doivent se préparer, notamment où Randy Orton veut porter son RKO. Et j'ai marqué que le public n'arrangeait rien de par son silence. Le public était totalement décédé sur ce match-là, à part contre la fin où le rythme et le public semblent gentiment se réveiller. Mais bon, au bout de 20 minutes, c'est peut-être normal. Pour moi, le match, hormis ces deux points-là, c'est quasiment du parfait. Naomi bat Alexa Bliss dans l'avant-dernier match de la soirée pour devenir la nouvelle championne féminine de SmackDown. Très étonnant selon moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment une rivalité de transition, mais elle a tellement été mise sur le côté que c'était presque logique au fond quand on y réfléchit qu'elle gagne le titre. Et elle le mérite, c'est à mon sens l'une des meilleures lutteuses actuellement à la WWE. Par contre j'ai marqué le match est très moyen, un peu court, il y a vraiment beaucoup de botch. Et la petite image de fin où on voit Naomi qui n'arrive pas à mettre sa ceinture à l'accrocher résume un peu le match selon moi.
beaucoup d'imprécisions, beaucoup de botches, beaucoup de choses qui ne sont pas faites correctement. Voilà, on peut pas faire bien tout le temps, mais en tout cas on peut dire que leur match est bien meilleur que le premier qu'il y avait eu l'année passée entre les deux femmes. Et enfin, le main event, Bray Wyatt devient le nouveau champion de la WWE, il devient le 130e champion. En remportant l'Elimination Chamber match, en éliminant AJ Styles à la fin. J'ai marqué que c'était un très bon match, vraiment il n'y a pas grand chose à dire. 2-3 petites choses à mon sens qui me font pas mettre la note de 10. Par exemple, il n'y a pas d'intervention alors qu'on annonçait Rick Rowan, pourquoi pas Luke Harper ou même Randy Orton qui aurait pu intervenir dans le match. Vraiment tout se joue entre les 6 hommes à l'intérieur du match. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la cage est beaucoup mieux comme ça, je suis bien plus fan de cette cage qui fait bien plus moderne et qui rentre bien plus dans l'air du jour selon moi que l'ancienne cage. Et j'ai marqué que c'était une honte d'éliminer le Miz qui dominait, qui a fait à peine 4 minutes, qui a vraiment bien dominé pendant entre 3 et 5 minutes on va dire, et qui se fait éliminer si lamentablement après un simple double A de John Cena alors qu'il avait déjà fait une rivalité hors norme l'année passée contre Dolph Ziggler où il résistait à tout. C'est là encore qu'on voit une fois que le Miz est à mon sens sous-coté. Et aussi l'élimination de Baron Corbin juste par un petit paquet de Dean Ambrose. Je ne suis pas fan, donc on peut certainement s'attendre à un match entre Corbin et Ambrose pour le titre intercontinental à WrestleMania. Pourquoi pas une rivalité entre Miz et Cena, et puis on l'a vu sur la fin, on ne sait pas où Styles va aller, on a annoncé une intervention de Shane McMahon qui n'arrivera jamais. Donc on sait en tout cas que, vu que Bray Wyatt a gagné l'Elimination Chamber match et que Randy Orton a gagné le Royal Rumble match, qu'il va y avoir une confrontation entre ces deux-là à WrestleMania. J'ai marqué que j'étais très content pour Wyatt. Donc pour moi, malgré ses petits défauts, ça reste un très bon match. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 7 qui est le nombre de matchs, on arrive à la note de 6,79 sur 10. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un pay-per-view de cette, entre guillemets, médiocrité. Alors pour moi, vous savez, si ça atteint pas les 7 sur 10, c'est que c'est un pay-per-view qui est soit moyen, soit mauvais. Là, en l'occurrence, il est plus moyen que mauvais. Mais je suis déçu de ce pay-per-view-là qui aura proposé, on va dire, 3 bons matchs. Pas forcément les meilleurs qu'on ait jamais vus, mais surtout beaucoup. Et 3 mauvais matchs, à mon sens, qui n'auraient pas dû voir le jour sur cette carte. Si on analyse un peu plus profondément, on peut remarquer que ce pay-per-view a la 54e place sur 68, ce qui en fait un des bons derniers. On n'avait plus eu ça depuis Survivor Series et SummerSlam de l'année passée. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, ce que vous en avez pensé de ma vidéo, des changements et du pay-per-view en lui-même. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker ou disliker la vidéo en fonction de si vous avez aimé le pay-per-view ou non. Et nous, de toute façon, on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.